9h27 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent avec Vincent Hollet, le cofondateur de Gigli. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Alors Gigli, pour commencer, n'est pas un nom choisi au hasard, c'est tout simplement parce que l'on vous surnommait au départ le Google des ingénieurs ou de l'engineering. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, alors merci Nicolas. Alors effectivement, c'est le surnom que nous avait donné un de nos clients à l'époque où on commençait tout juste à émerger. D'une manière globale, lorsqu'on discute avec des ingénieurs, ils vous donnent deux problèmes très contre-intuitifs. Le premier, c'est que face à un problème nouveau, ils ne sont jamais dépourvus d'idées. Ils en ont plein, voire même trop, beaucoup plus que ce qu'ils seront capables d'étudier. Et généralement, ils ne savent pas vraiment par où attaquer le problème. Et la deuxième, c'est qu'ils se rendent compte que le meilleur système, le meilleur produit ou le meilleur service pour demain, c'est rarement l'association des meilleures idées que vont avoir les ingénieurs. D'accord. Et du coup, chez Gigli, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne ces ingénieurs pour être capable de les aider à étudier toutes ces idées et à trouver le meilleur produit. Donc on a développé un logiciel, Gigli, qui est un logiciel d'intelligence humaine augmentée. Et comme on va chercher des solutions en automatique, notre client avait fait l'analogie avec le grand groupe américain. Parce que ça veut dire que si jamais on veut créer la voiture du futur, ce ne sera pas simplement la meilleure matière pour la carrosserie, le meilleur moteur, les meilleures roues et le meilleur GPS à l'intérieur. En fait, naturellement, on va se dire tout ça va bien fonctionner ensemble. Et en fait, on se rend compte que ça peut créer plus de problèmes que de solutions, c'est ça? Exactement. Par exemple, si on prend un avion, c'est peut-être un système encore plus simple. Prendre les meilleures ailes, le meilleur fuselage, les meilleurs divertissements en interne, ça peut poser plein de problèmes comme la gestion de l'énergie à bord, les problèmes de masse, plein de problèmes aux limites qui vont faire que l'avion à la fin ou les choix d'ingénierie qu'on a fait parce qu'on est très tôt en conception vont s'avérer rédhibitoires pour être capable de concevoir le produit de demain. Et alors du coup vous avez créé une solution qui permet d'anticiper en fait ces éventuels problèmes. Comment ça fonctionne quand vous la mettez à disposition des ingénieurs? Je crois que vous parlez non pas d'intelligence artificielle mais d'intelligence humaine augmentée. Tout à fait. Alors effectivement, la différence, elle est fondamentale. Alors pour mieux expliquer l'intelligence humaine augmentée, revenons sur l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est des réseaux de neurones qui vont apprendre sur des bases de données, des grosses bases de données. Alors d'une manière globale, comment ça marche? Lorsqu'on veut apprendre à un réseau de neurones à reconnaître un chien, on va lui donner des milliers de photos de chiens. En lui disant que c'est un chien, bien sûr. Il va apprendre pendant des heures à savoir comment est-ce que ça marche et à la fin, il va être capable de vous dire c'est un chien ou c'est pas un chien sur une photo. Mais bien sûr, quand on conçoit des nouveaux produits, de nouveaux services, on n'a pas ce retour d'expérience. On n'a pas les bases de données. Du coup, nous, on a décidé de concevoir l'intelligence humaine augmentée en s'appuyant non pas sur des bases de données, mais sur le savoir-faire des ingénieurs. Et c'est à partir de là qu'on est capable de générer toutes les données qui nous permettent d'étudier les possibilités qu'on pourrait étudier pour le monde de demain, en s'appuyant sur ce savoir-faire. Et alors, comment on fait pour récupérer le savoir-faire des ingénieurs justement dans une solution comme Gigli? Alors, on se rend compte d'une manière globale que concevoir un pack batterie pour un drone sur Mars ou pour par exemple un pack batterie pour une nouvelle voiture du futur, il y a quelques modes de raisonnement qui sont connus des ingénieurs qu'il faut capitaliser. Et une fois que vous les avez capitalisés, il n'y a pas une infinité de manières de penser un pack batterie. Une fois que vous les avez capitalisés, vous pouvez reproduire ce mode de pensée pour étudier plein de solutions de manière globale. Alors vous nous parlez d'un drone sur Mars, vous nous parlez d'un avion, vous nous parlez de la voiture du futur, parce que c'est ça en fait l'enjeu finalement, c'est d'imaginer les outils ou en tout cas le monde de demain. Et si je comprends bien, ce que vous nous dites, c'est ce qu'il va falloir qu'on crée demain est tellement complexe qu'on a du mal à l'imaginer avec un cerveau humain, c'est ça? Alors oui, on commence à être un peu dépassé. Alors effectivement, on est face à de grands défis au niveau énergétique, au niveau smart city, au niveau grid d'énergie. Les ingénieurs d'aujourd'hui, ils travaillent à construire le monde des 100 prochaines années. Le monde s'accélère. Il y a énormément de startups technologiques qui naissent avec des idées brillantissimes qui peuvent même tuer le business de grands groupes. Donc aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a plus d'ingénieurs ou de grands ingénieurs ou grands architectes de produits ou services qui sont capables d'imaginer tous les impacts d'une technologie sur un ensemble d'écosystèmes, un écosystème ou un ensemble de produits. Et donc oui, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de digitaliser cette phase très en amont pour outiller les ingénieurs pour être capable de mieux concevoir les produits de demain. Et alors très concrètement, cet ingénieur qui a accès à l'outil Gigli, que va lui permettre l'outil Gigli pour une personne qui n'est pas ingénieur comme moi? Qu'est-ce que ça va lui permettre? Alors les ingénieurs travaillent beaucoup avec un grand tableur très connu au logo vert. D'une manière globale, au lieu de décrire une solution et d'étudier juste une combinatoire, donc une association d'idées de batterie par exemple électrique avec un moteur thermique, une carrosserie comme on parlait tout à l'heure, et on va opposer son mode de pensée et ça va nous permettre d'étudier beaucoup plus de solutions potentielles, de faire des mariages complètement improbables
et de voir s'il n'y a pas du potentiel sur des choses un peu en rupture, innovantes, qui vont pouvoir mieux répondre aux besoins des clients, des usagers de demain, et de mieux répondre aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire moins prendre de risques sur sa conception, avoir des produits plus stratégiques qui vont adresser un marché avec un potentiel fort. Alors pour être sûr de bien comprendre, est-ce qu'on peut peut-être prendre un exemple? On a parlé de ce drone martien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on parle encore d'assemblage, de fuselage, de batterie et d'électronique, ou qu'est-ce qu'on va décomposer du coup? Alors sur un drone, c'est une très bonne question. Alors on connaît tous la manière dont fonctionne un drone sur Terre. Vous avez des hélices, vous avez des moteurs, vous avez une structure de drone, et puis vous avez une batterie. Sur Mars, comme on le voit à l'image, il y a effectivement une atmosphère. Donc un drone martien peut voler. Les Américains travaillent sur les sujets, les Français aussi avec le CNES travaillent sur le sujet. Donc un drone sur Mars, c'est le même principe que sur Terre. Il y a des hélices, alors elles n'ont pas la même forme parce que c'est pas la même densité d'atmosphère. Il y a des moteurs, il y a une structure, il y a des batteries. L'enjeu sur Mars, c'est comme la densité est très faible, il faut des grosses pales d'hélices ou des hélices qui tournent très très vite pour faire tourner le moteur. Donc évidemment, plus vous agrandissez la pale, plus vous avez besoin de moteurs puissants, plus vous avez besoin de moteurs puissants, plus vous avez besoin de batteries puissantes. Et on se retrouve à se dire, on fait des drones de plus en plus gros, et avec la masse, on n'a aucune garantie que ça lève. Alors l'exemple est très bien choisi parce qu'effectivement... Donc en fait, plus c'est puissant, moins ça fonctionne. Alors potentiellement, moins ça fonctionne. Pourquoi? Potentiellement, c'est ça, on potentiellement. En fait, on ne le sait pas trop. Il y a plein de cas à tester, il y a plein d'équilibres à trouver. Et effectivement, vous pouvez très bien essayer de concevoir un drone sur Mars et vous retrouvez à la fin avoir un balai martien qui fait que lever la poussière et qui n'arrive jamais à décoller. Donc l'équilibre est très fin sur Mars à trouver. Et effectivement, dans ce cas-là, on avait étudié énormément de solutions pour être capable de trouver le bon compromis, le bon équilibre entre la taille des hélices et la taille du système de moteur et de batterie, pour arriver à voler sur Mars. Et alors, juste pour comprendre du point de vue d'un cerveau humain, c'est combien de solutions à peu près qu'il faut étudier et par lesquelles qui vont passer sur Gigli? Alors, on peut en étudier énormément. Alors, l'exemple sur un satellite, comme on a vu à l'instant, c'est qu'on va étudier 10, 15, 20 solutions peut-être pour trouver la meilleure architecture ou le meilleur produit de satellite possible. En réalité, quand on met sur la table toutes les idées des ingénieurs, ça dépasse très largement les plusieurs centaines de milliers de possibilités. D'où l'intérêt de faire appel à une machine. Là, effectivement, on se rend compte que l'homme ne peut pas étudier tout ça et qu'il va nécessairement découvrir tardivement dans le cycle de conception du produit des choses qui vont mal se passer et qu'on pourrait potentiellement anticiper si on utilisait des ordinateurs pour reproduire un mode de pensée. Mais donc en fait on change même de façon de concevoir un outil, c'est-à-dire que l'être humain apprend avec l'erreur. Et là, en fait, l'idée, c'est d'anticiper au maximum l'erreur ou d'éviter de se dire bon bah on a essayé, ça n'a pas marché, donc on va recommencer depuis le début. Voilà, tout à fait. On essaye d'éviter les écueils qu'ils vont découvrir plus tard. Alors on les évite facilement en se disant qu'on va effectivement mettre dans notre scope de périmètre beaucoup plus de choses que ce qu'on va habituellement faire. L'homme est limité à 5 ou 8 critères habituellement. Là, on peut en générer plusieurs centaines avec des ordinateurs et regarder localement tous les problèmes qu'on va avoir. Donc effectivement, c'est une approche qui nous permet de réduire ce nombre d'essais-erreurs et puis surtout de capitaliser le savoir-faire des ingénieurs et qu'on construise au fur et à mesure sur ce savoir-faire pour pas que les ingénieurs fassent et refassent la même chose tous les jours sur des tableurs. Alors on a parlé de drones martiens, on a parlé d'avions, on a parlé de voitures, on a parlé de satellites. Du coup, avec qui vous travaillez et à quel secteur d'activité vous destinez la solution Gigli? Alors aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de groupes du CAC 40 dans l'industrie de conception de produits ou de nouveaux services pour demain. On peut concevoir des voitures en tant qu'un service, en tant que tel. Ça change beaucoup de choses sur la conception. Donc on travaille avec des très grands groupes dans l'aérospatial, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le militaire également, dans le naval et puis dans l'énergie bien évidemment. Donc c'est plutôt une solution aujourd'hui qui s'adresse à ces grandes sociétés parce qu'elles sont leaders dans le domaine de dire je vais chercher des solutions de rupture, je vais tester pour prendre de l'avance sur mes concurrents et puis petit à petit on se diffuse effectivement sur des sociétés plus petites qui travaillent avec ces grands groupes de l'industrie. Et alors dernière question Vincent Rollet, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gigli pour la suite et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors on est une start-up qui a de manière très contre-intuitive des clients, on grossit aussi bien chez nos clients qu'avec de nouveaux clients. Donc aujourd'hui on est dans l'approche de drainer du savoir-faire pour ne pas faire partie des startups qui se crachent, qui font défaut parce qu'elles ont une croissance très très forte. D'accord. Et donc on est dans cet apprentissage-là, éventuellement dans une levée de fonds qu'on est en train d'étudier. Merci beaucoup Vincent Rollet d'être venu nous présenter Gigli du coup, et je rappelle que vous êtes le cofondateur de Gigli.